Nous poursuivons nos travaux d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires en recevant Madame Nicole Belloubet, ancienne garde des Sceaux, ministre de la Justice et ancienne ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Le fait que vous ayez occupé successivement ces deux fonctions, ainsi d'ailleurs que le poste de rectrice, rend votre témoignage particulièrement précieux pour nous, dans la mesure où nos travaux nous ont conduits à constater que les relations entre le ministère de l'Éducation nationale et la justice étaient pour le moins perfectibles. Lorsque des faits de violence sont observés dans un établissement scolaire, public ou privé. Je précise notamment que cette réunion est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale et qu'elle y sera consultable en vidéo. Elle fera aussi l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Notre échange prendra la forme de questions et de réponses. Je vous poserai les premières questions, la première question pour être plus précise, et je donnerai la parole aux rapporteurs, M. Paul Vannier et Mme Violette Spilbou. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées, dans le cadre de travaux d'enquête, de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous demande donc, madame, de lever la main droite et de dire « je le jure » en allumant votre micro. Je vous remercie. Je le jure. Je vous remercie. Je vous poserai donc une question qui, en fait, c'est plus deux questions. Lorsque vous étiez garde des Sceaux, puis ministre de l'Éducation, à quelle occasion et dans quel contexte avez-vous eu à traiter la question des violences commises par des adultes encadrants sur des enfants en milieu scolaire? Merci, Madame la Présidente, pour cette question. Si vous le permettez, je scinderai ma réponse en deux temps, à la fois lorsque j'étais garde des Sceaux et puis ministre de l'Éducation nationale, puisque les choses ne sont pas exactement identiques. Comme garde des Sceaux, le souvenir que j'en ai, c'est que je n'ai pas été saisie de problèmes singuliers tenant à des violences commises dans des établissements scolaires ou des violences envers les jeunes. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'au-delà des procédures de remontée par les parquets, dont je dirai un mot tout à l'heure, puisqu'il y a une question qui est spécifiquement concentrée sur ce sujet-là, j'ai été conduite à traiter des phénomènes de violence en milieu scolaire de manière générale, c'est-à-dire que bon, je n'ai pas souvenir en tout cas de situations singulières, mais en tout cas de problèmes généraux, oui. Et peut-être je vous proposerai 4 approches très brièvement. D'abord la question des contrôles d'honorabilité qui avaient été mis en place et au sein pour lesquels le ministère de la Justice intervenait. Il s'agissait de s'assurer que les personnes qui ont des liens avec des mineurs aient les garanties d'honorabilité pour assurer cette fonction. Ça passe notamment par le contrôle du casier judiciaire et également par le contrôle du FIJES, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, qui avait été mis en place avant moi, puisque je crois qu'il a été mis en place en 2004. Donc une première tâche autour de cette question des contrôles d'honorabilité. Et je crois que quand j'ai quitté la chancellerie, il y avait près de 85 000 personnes qui étaient inscrites dans le FIJES et plus encore qui étaient soumises à ces contrôles d'honorabilité. L'Éducation nationale a poursuivi ces contrôles et je crois qu'il y a à peu près 1 million d'agents qui étaient contrôlés de cette manière-là. Et j'avais d'ailleurs aussi en fin de fonction comme garde des Sceaux travaillé avec la ministre des Sports pour étendre ces contrôles d'honorabilité. Ensuite, nous avions travaillé sur des dispositifs globaux de lutte contre les violences scolaires et je me souviens avoir rédigé une circulaire en 2019 destinée à prendre en compte cette question des violences scolaires, mais pour dire les choses réellement, il s'agissait plutôt, dans mon souvenir, en tout cas je n'ai pas eu le temps de relire la circulaire de 2019, mais de violences commises à l'endroit des adultes par des enfants, enfin par des jeunes élèves. Nous avions également travaillé, troisième élément,
en lien avec le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Intérieur sur les phénomènes de rixes entre bandes. C'est un peu différent, mais il y avait là aussi évidemment une prise en compte par le milieu scolaire. Ça s'est traduit par un plan. Bon, c'est vague dans mon souvenir, mais enfin, c'était le fruit de réflexions très intenses pour essayer de juguler ces phénomènes de rixes entre bandes. Et enfin, le quatrième point, auquel vous avez grandement participé en tant qu'élu de la nation, c'est le travail sur les violences sexistes et sexuelles à l'endroit des mineurs, et notamment la loi du 3 août 2018 qui avait été portée avec Marlène Schiappa, mais qui avait surtout été écrite au ministère de la Justice et qui a ensuite été complétée par une loi de 2021. Je ne reviens pas sur le contenu de ces lois, mais il s'agissait alors évidemment de lutter contre les violences sexistes et sexuelles subies par les mineurs, avec, vous le savez, un allongement du délai de prescription, notamment, et puis d'autres éléments. Mais là, il ne s'agissait pas stricto sensu de violences commises en milieu scolaire. Voilà ce que je peux vous dire en tant que garde des Sceaux. Au ministère de l'Éducation nationale, les choses sont évidemment différentes, puisqu'on est saisi de prime abord de ces sujets, et les signalements sont nombreux. Ils peuvent venir de différentes sources, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Il y a tout d'abord l'application fait établissement que vous connaissez, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, mais les saisines peuvent également venir directement des recteurs d'académie, qui sont des interlocuteurs réguliers pour le cabinet de la ministre et pour la ministre. Ils peuvent venir, ces signalements, d'articles de presse. Ils peuvent venir des informations qui sont transmises par les services de permanence du Premier ministre ou du ministère de l'Intérieur. J'étais souvent alertée par un SMS du ministre de l'Intérieur qui me disait « ce que tu as vu », etc. Et donc, si vous voulez, il y a différentes voies de saisine du ministre. Je distinguerai deux types de situations de violence scolaire telles que je les ai vécues. Si je fais abstraction des violences subies par les enseignants, je mets cela à part. J'ai cru comprendre que ce n'était pas ce dont nous parlions ici. Je le mentionne parce que c'est évidemment aussi un point majeur. Mais lorsque je parle de violences dont sont victimes les élèves, je distinguerai deux types de violences. D'une part, les situations de harcèlement entre élèves, pour lesquelles notre administration a réagi de manière parfois mal adaptée. Et je dis cela parce que c'est évidemment des points auxquels j'ai été confrontée. Je pense ici à des situations qui ont entraîné des drames personnels. Je pense au jeune Nicolas dans l'Académie de Versailles, situation sur laquelle il y a eu des rapports d'inspection et dont j'ai eu à connaître, puisque j'ai eu à recevoir la maman de ce jeune enfant pour lui expliquer un certain nombre de choses. Je pense également au jeune Lucas qui s'est suicidé dans les Vosges. Et j'ai demandé, alors que beaucoup de paroles avaient été dites avant, mais que rien n'avait été fait, j'ai demandé un rapport d'inspection pour savoir s'il y avait eu des erreurs commises par l'établissement scolaire. Ce rapport m'a été rendu et il constatait effectivement ces dysfonctionnements. Et puis, il y a eu, je pourrais en citer d'autres, situations singulières de harcèlement entre élèves où la réaction de l'administration n'a pas toujours été adaptée. Là aussi, je voudrais dire que dans bien des cas, on a une administration qui se mobilise. Bon, mais ce n'est pas de cela dont il est ici question. Donc, situation de harcèlement entre élèves et situation de violence à l'endroit des élèves commise par des adultes. J'ai également eu à connaître de ce type de situation. Je pense à deux exemples. Je pense à la situation du lycée Bayen de Châlons-en-Champagne, où effectivement, quand je suis arrivée, quelque temps après, nous avons dû déclencher une enquête administrative à la demande du recteur de Reims pour voir ce qui s'était passé dans cette situation où, vous le savez, un enseignant avait commis des agressions sexuelles, voire des viols, à l'endroit de différents élèves de l'établissement.
Et le rapport m'a été remis à la fin du mois de juin 2024 et un certain nombre de préconisations de ce rapport ont ensuite été appliquées. Mais je pense également à une situation relative à une institutrice, ça avait fait beaucoup de bruit dans la presse, dans le 15e arrondissement, qui avait eu un geste d'une grande violence à l'égard d'une toute petite élève. Je crois que nous étions en maternelle, oui, je ne crois pas, je suis sûre que nous étions en maternelle, et j'ai pris une mesure de suspension immédiate de l'enseignante. Donc, voilà ce que je souhaitais vous dire, avec, vous voyez, des situations très différentes au niveau du ministère de la Justice, une prise en compte globale des violences faites aux enfants. Je dois d'ailleurs dire que quand on est ministre de la Justice, ces situations peuvent également se produire dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse, mais là encore, ce n'est pas un établissement scolaire stricto sensu. Et donc des situations plus spécifiques au sein du ministère de l'Éducation. Je vous remercie. Je donne la parole au rapporteur, Madame Spilbou. Allez-y, c'est à vous. Oui. Pardon. Merci Madame la Ministre. Alors vous évoquez effectivement cette double expérience, d'abord de ministre de la Justice, puis de ministre de l'Éducation nationale, avec un fil conducteur assez fort sur le sujet des violences à l'école. Et même auparavant, lorsque vous étiez rectrice de Toulouse, nous avons retrouvé un rapport très intéressant que vous avez remis avec 30 propositions pour lutter contre les violences dans les établissements scolaires, les violences sexuelles. Vous l'avez remis à l'époque au ministère de l'Éducation nationale avec un travail d'entretien, une quarantaine d'entretiens qui avaient été menés avec tout type de professionnels dans des établissements, et pour proposer un plan d'action, mieux connaître, mieux repérer les violences, mieux prévenir à la fois les adultes et les élèves, et enfin agir plus efficacement en développant un travail de proximité, en partenariat, en incluant les parents d'élèves. Donc vous y évoquez des propositions précises de formation, de structures de coordination, et cela concernait les violences entre élèves, l'égalité filles-garçons aussi, et vraiment la lutte particulière contre les violences sexuelles et sexistes. Mais on était en 2001, c'est il y a 25 ans. Voilà, 2000 pour votre rapport, remis le 1er octobre 2001, si je ne me trompe pas. Donc il y a 25 ans. Et aujourd'hui, on a cette commission d'enquête qui est issue d'une affaire terrible de violences sexuelles dans le domaine scolaire, bien avant, pour le démarrage, que vous ayez eu des responsabilités ministérielles. Donc j'ai envie de vous poser la question. Comment avez-vous reçu tous ces sujets qui sont sortis avec l'affaire Betaram en début 2024, mais finalement aussi avec l'affaire Riaumont, qui s'est étalée sur de nombreuses années, le lycée Bayen-Châlons-en-Champagne, dont vous avez été saisi quand vous étiez ministre de l'Éducation nationale, mais qui existait déjà quand vous étiez ministre de la Justice sans que vous le sachiez. Voilà, entre tout ce travail que vous aviez fait en tant que rectrice, remis à un ministre, on est au cœur du sujet de l'action publique, du contrôle de l'État sur ces violences. Donc, est-ce que vous avez des éléments de diagnostic ou de réflexion à nous partager au regard de votre initiative passée ? Ce serait présomptueux de vous dire que j'ai une analyse absolument aboutie sur ces sujets. Ce dont je me rends compte, c'est qu'au fond, la concrétisation des politiques publiques prend souvent trop de temps. Lorsque j'ai rédigé ce rapport donc dans les années 2000 que j'ai remis, enfin en 2000 que j'ai remis à Jack Lang, cette sensibilité était déjà présente. Et l'idée, c'était plutôt de prévenir. Nous étions plutôt dans une stratégie de prévention, parce qu'au fond, MeToo n'était pas encore passé par là, et nous n'étions pas assez incisifs sur les questions de violence scolaire. Au contraire, sans doute, y avait-il une volonté de ne pas ébruiter le pas de vague, sans doute à l'époque, sans être présent de manière absolue, existait implicitement. Et donc ce rapport, lorsque je l'ai rédigé, il était à visée préventive pour alerter les enseignants et proposer des formations, et puis également pour mettre en place ces heures d'éducation sexuelle et sexiste qui viennent d'être reprises récemment encore par le ministère de l'Éducation nationale, et dont j'espère qu'elles trouveront une concrétisation, parce qu'au fond, on sait bien dans la concrétisation.
Alors, lorsque j'étais rectrice, j'ai eu, pardonnez-moi, je vous parle d'un temps qui a déjà 25 ans, hein, mais j'ai eu à traiter de questions de violence. Je m'en souviens. Je me souviens notamment d'histoires de bizutage très violents, mais c'était plutôt entre élèves. Mais l'administration alors fermait partiellement les yeux. Madame Royal s'était émue d'ailleurs de cela, puisque vous savez qu'elle avait lancé une grande campagne de lutte contre le bizutage. Mais je me souviens que dans un lycée de l'Académie de Toulouse, où il y avait une section sportive rugby, les phénomènes de bizutage avaient pris une ampleur telle que j'ai été amenée à intervenir. Je me souviens également, mais sans que je puisse dire qu'il s'agissait de violence à l'endroit des élèves, d'un halo réputationnel à l'endroit du lycée de l'établissement Notre-Dame de Garaison. J'emploie le mot qui était dans mon académie, ce qui n'était pas le cas de Bétarame. Il y avait un halo réputationnel autour de Notre-Dame de Garaison. J'avoue ne plus me souvenir si j'ai demandé une inspection, je ne sais plus. Mais il me semble qu'il était davantage axé sur des questions d'opacité dans la gestion financière et dans l'organisation. Et je me souviens d'ailleurs que lorsqu'il a été question que Cécilia Sarkozy soit marraine de cet établissement, Notre-Dame de Garaison, je crois que ce qu'elle a fini par être, j'avais trouvé que c'était vraiment très curieux que Cécilia Sarkozy aille apporter une forme de caution autour de cet établissement. J'étais moi rectrice. Mais voyez-vous, c'est surtout sur des questions, je vous le dis, d'opacité financière que, d'ailleurs, je crois qu'il y a eu ensuite des procès qui ont effectivement... Et il régnait autour de cet établissement, un peu comme autour de Notre-Dame de Bétarame, au fond, oui, un halo réputationnel autour d'une sorte de fermeté éducationnelle, mais sans qu'on puisse parler de violence. Nous n'étions pas, à l'époque, suffisamment curieux ou suffisamment audacieux pour aller voir ce qui se passait réellement dans l'établissement. Et donc, ce qui sort aujourd'hui m'étonne, bien sûr, et en même temps ne me surprend pas complètement. M'étonne parce qu'on s'étonne à la fois du caractère systémique de ces violences et du fait qu'elles puissent avoir lieu dans un établissement à visée éducative. Mais voilà, il y avait en même temps des germes, sans doute. Pour poursuivre dans ces explications et ces arguments sur, à l'époque, le climat qui nous intéresse, hein, parce que ça participe de la réflexion sur l'omerta et sur ce qui pourrait exister encore aujourd'hui et qu'il faudrait combattre. Quand vous avez conduit tous les entretiens en tant que rectrice de Toulouse pour mener ce beau rapport de 30 propositions très, très bien faites, qui sont encore très actuelles, hein, je crois que les 30 propositions, on les reprendrait, on les mettrait sauce 2025, elles ont beaucoup d'actualité. Ce ne sont les entretiens qu'avec des personnes et des professionnels, proviseurs de vie scolaire, responsables jeunes, médecins psychiatres, infirmières, conseillères techniques du recteur, inspecteurs d'académie, du domaine public. Et donc ma question est sur la préoccupation du privé que vous avez eu bien plus tardivement dans vos fonctions de ministre, et mon collègue Paul Vernier y reviendra, mais quand vous étiez rectrice de Toulouse, vous entendiez ce halo réputationnel sur un établissement qui devait être le même, voire pire pour Bétarame dans une autre académie, mais vous aviez pourtant la possibilité de déclencher de l'action publique, mais on voit que dans un rapport de proposition, c'est un sujet qui n'intervient pas, le privé. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? C'est très difficile de réfléchir à, au fond, cette réserve que nous avions, qui faisait même partie d'un impensé. C'est-à-dire que, quand j'ai rédigé ce rapport, je n'ai pas pensé à l'enseignement privé. Alors pourquoi un tel impensé ? Peut-être au fond parce qu'il y avait une forme de réserve institutionnelle liée à
l'état d'extranéité de l'enseignement privé, si vous me permettez cette expression. L'enseignement privé, c'était autre chose. Ça justifie d'ailleurs, à mon avis, également, pardon, ça ne justifie pas, ça explique également la faiblesse des contrôles. L'enseignement privé était un peu ailleurs. Donc je pense qu'il y avait cet état d'extranéité et puis peut-être le sentiment également, de mon point de vue aujourd'hui inexact, que tout ce qui s'attachait à la vie scolaire, etc., faisait partie d'une conception trop extensive du caractère propre de l'établissement. Je le dis bien, c'était un impensé. Je n'ai pas de manière réfléchie raisonné comme ça en me disant je ne vais pas aller enquêter dans le privé parce que caractère propre et parce que extranéité. Je vous le redis, a posteriori, j'essaie d'expliquer ce qu'était cet impensé. Merci Madame la Ministre. Je vais revenir sur cet impensé que peut-être vous avez commencé à penser en 2024 en engageant... Un petit peu avant sur probablement, mais en tout cas, là, dans les actes, vous êtes rue de Grenelle et vous engagez un plan de contrôle des établissements privés sous contrat. Ce plan est mis en œuvre dans le contexte qui suit la parution du rapport de la Cour des comptes sur l'enseignement privé sous contrat de juin 2023, mais aussi la publication d'un rapport d'information parlementaire dont je suis avec Christopher Weisberg, l'un des co-rapporteurs, qui portait sur la question du financement public de ces établissements et sur la question du contrôle financier. Dans votre esprit, ce plan de contrôle ne vise-t-il que les aspects financiers ou prévoit-il justement de venir sur ce que vous évoquiez précédemment, aussi la question de la vie scolaire et au fond tous les aspects du fonctionnement d'un établissement privé sous contrat? Moi, là, aujourd'hui, je suis évidemment les contrôles que nous souhaitions opérer sur les établissements privés portaient bien entendu sur les aspects de gestion administrative, les aspects financiers, y compris en lien avec les directions départementales des finances publiques, sur les aspects pédagogiques de conformité au programme. Mais dans mon esprit, la vie scolaire fait évidemment partie des contrôles sur lesquels que nous devons opérer. Pour moi, le caractère propre de l'établissement ne saurait en aucun cas outrepasser les règles générales de fonctionnement de la République. Et donc, le caractère propre de l'établissement, bien entendu, l'éducation aux faits religieux relève du caractère propre dans les conditions que nous connaissons, à condition que ça ne soit pas une obligation, etc. etc. Bon. Mais au fond, tout ce qui concerne la santé, la salubrité des élèves, le respect des valeurs de la République, qui peuvent exister dans le cadre d'une vie scolaire, cela évidemment fait partie du contrôle qui doit être exercé. Et d'ailleurs, les inspecteurs vie scolaire me semblent parfaitement adaptés et outillés pour effectuer ces contrôles. Sans, encore une fois, revenir sur mon propos ici n'est pas de revenir sur le caractère propre, mais de donner à cette notion de caractère propre le caractère qui doit être le sien, c'est-à-dire un caractère qui, encore une fois, ne saurait en aucun cas interférer avec les lois de la République. Et voilà. Ce plan de contrôle, il paraît d'abord préparé par la DAF. Avez-vous associé des organisations représentatives, des personnels de l'éducation nationale aux réflexions qui ont conduit à son élaboration? Alors d'abord, ce plan de contrôle, il est voulu par la ministre, clairement. Il est ensuite préparé par la DAF, puisque, effectivement, dans notre organisation bizarre, l'enseignement privé, sur ce point-là, l'enseignement privé revient à la direction des affaires financières, ce qui, à mon avis, n'est pas du tout sa place, mais ceci est un autre débat. Je n'ai pas préparé ce plan avec les organisations syndicales de l'enseignement public, mais
dans les discussions que j'avais avec les différentes organisations syndicales, cette question du contrôle a été évoquée. Je ne peux pas dire qu'elle ait fait l'objet d'un point précis, mais elle a été évoquée, notamment après la parution des 2 rapports dont vous avez parlé, c'est-à-dire celui de la Cour des comptes et le vôtre avec celui de M. Weisberg. Et les syndicats de l'enseignement public m'interrogeaient sur ce sujet. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges avec eux, mais il n'a pas été préparé avec eux. En revanche, j'ai eu l'occasion d'en parler à différentes reprises avec notamment le SGEC, auquel nous avons présenté ce plan de contrôle, évidemment, et pour lequel nous avons, me semble-t-il, recueilli leur accord. Je me souviens même, j'espère ne pas outrepasser le souvenir que j'ai de cela, mais je me souviens même du secrétaire général me disant « mais nous ne demandons que cela, être contrôlés pour montrer que nous sommes parfaitement dans la mission qui est la nôtre ». Et donc, si vous voulez, il y avait aussi, ce que je peux comprendre d'ailleurs de leur part, la volonté de montrer qu'ils étaient bien dans les clous, si vous me permettez cette familiarité. Voilà ce que je peux vous répondre, monsieur le député. Merci, Madame la Ministre. C'est ça que j'aimerais creuser. Hier matin, nous recevions les organisations syndicales représentatives des personnels d'inspection notamment. Donc ce sont des fonctionnaires d'État, mais ce sont eux qui sont chargés du contrôle dans les établissements privés sous contrat. Et à propos de l'élaboration d'un outil complémentaire à ce plan de contrôle, le guide de contrôle des établissements privés sous contrat, il nous indiquait là aussi ne pas avoir été associé à l'élaboration de ce guide, alors que nous savons que le SGEC a lui été très étroitement associé, consulté à plusieurs reprises dans la perspective de l'élaboration de ce guide. Et vous nous dites donc que concernant l'élaboration du plan, c'est un peu la même chose. Les organisations syndicales, notamment celles des inspecteurs qui sont ensuite chargés de sa mise en œuvre, n'ont pas été associées, mais que vous avez eu, et votre cabinet, je vais y revenir, des échanges avec le SGEC dans la préparation de ce plan. La note de la DAF, qui est datée du 16 mai 2024, une note de la DAF, porte ce point d'alerte sur lequel je veux vous interroger. Cette note dit « Un échange avec le SGEC sur les principes de ce plan de contrôle est prévu » et précise « sans aller néanmoins jusqu'à une co-construction ». Je trouve que dans cette précision est très très importante. Au fond, elle renvoie à tout un tas de choses précises, celle du caractère propre d'un certain point de vue. En tout cas, sur la place, le rôle, le rapport entre le ministère de l'Éducation nationale et l'enseignement privé sous contrat, sans aller jusqu'à la co-construction. Pourtant, on peut avoir le sentiment, à la lecture notamment d'une note que votre conseillère pédagogique de l'époque, Madame Lalou, vous adresse le 12 juin. Cette date est importante parce qu'elle correspond à l'un des... Vous me préciserez si l'expression ne vous convient pas, mais je le dis comme ça parce que c'est comme ça que c'est décrit dans un certain nombre de documents. Dîner du SGEC. Il est avéré que régulièrement, les ministres de l'Éducation nationale ou leur cabinet organisent des rencontres avec le SGEC pour discuter de la mise en œuvre de politiques éducatives. Ce 12 juin 2024, il y a manifestement une de ces rencontres. Et ce jour-là, je ne sais si c'est avant ou après, votre conseillère pédagogique vous transmet une note dans laquelle elle évoque les échanges qu'elle a eus avec le SGEC à propos de l'élaboration de ce plan de contrôle. Et elle dit, suite à ces échanges, le SGEC a attiré son attention et a souligné que l'instance académique de dialogue entre le recteur d'académie et les représentants de l'enseignement privé catholique pourrait se saisir utilement de la question du contrôle des établissements dans un souci de transparence et de confiance. Et au fond, elle propose que dans chaque académie, il y ait une rencontre entre les représentants de l'enseignement catholique et ceux du rectorat pour discuter de la mise en œuvre à l'échelon territorial de ce plan de contrôle. Et elle propose une modification du projet de circulaire au recteur qui est en cours d'élaboration, dans laquelle elle introduit cette mention de cette instance de dialogue qui devient un des organes à consulter, qui était absent de la version initiale de ce projet. Donc là, j'ai moi le sentiment qu'on est vraiment dans la co-construction. On est dans une discussion entre votre cabinet et le SGEC
qui conduit à une modification du projet de lettre que vous allez adresser au recteur sur une question assez fondamentale et qui concerne bien sûr les établissements privés sous contrat, puisqu'il s'agit de leur plan de contrôle. Comment est-ce que vous appréciez ce fonctionnement? Est-ce qu'il vous paraît sain, puisque d'un certain point de vue, il y a peut-être juge et partie du côté du SGEC qui discute des propres conditions du contrôle des établissements qu'il représente? Oui, monsieur le député, je comprends que vous puissiez dire cela. Ça ne me semble pas exact. Je vous en donne les raisons. J'évoque d'abord la question de la co-construction. La décision a été prise à mon niveau d'augmenter le nombre de contrôles, pas suffisamment de mon point de vue d'ailleurs, mais enfin, ceci est encore une autre question, mais la décision d'accroître le nombre de contrôles a été prise à mon niveau. Cette décision étant prise, il convient de l'appliquer. Pour l'appliquer, il me semble assez nécessaire qu'il y ait un lien avec les établissements privés pour que l'on puisse dire, écoutez, voilà, on va augmenter le nombre de contrôles, on va faire un plan, on va définir un plan de contrôle, et ce plan de contrôle, on vous le présente et on le met en œuvre. Il me semble que cette démarche est à peu près identique à celle que j'utilisais et qui est utilisée lorsqu'on décide de mettre en œuvre une nouveauté dans les établissements publics. Que fais-je alors? Je réunis les syndicats de chefs d'établissement, et notamment le principal d'entre eux, je présente la mesure, j'essaie de voir ce qui, dans cette mesure, faciliterait la mise en œuvre aux yeux des organisations syndicales, et ensuite, je le mets en place. Il me semble que cette démarche est absolument normale, et elle ne relève pas d'une quelconque connivence ou d'une quelconque volonté de, je ne sais pas quoi, de s'acoquiner avec tel ou tel. Elle relève de la volonté de voir une mesure qui a été décidée être effectivement appliquée. Et il me semble que nous avons la garantie de l'effectivité renforcée si nous avons pu obtenir auparavant, informer à minima et obtenir auparavant quelque chose qui ne soit pas un désaccord absolu. Donc, si vous voulez, c'est ça que nous avons voulu faire. On a voulu que ce plan de contrôle des établissements, nous puissions le présenter à l'organisation principale de l'enseignement privé, au niveau national et au niveau académique, avant de le mettre en œuvre, avant d'en accentuer la mise en œuvre. Sur la question du travail fait par les corps d'inspection, j'avais évidemment avec eux des contacts très fréquents. J'ai reçu à plusieurs reprises le syndicat principal qui est le SNIA-IPR, je ne sais pas si c'est eux que vous aviez hier. Et évidemment, nous discutions des missions qu'ils avaient. Ces missions de contrôle des établissements privés n'étaient pas nouvelles. Elles n'étaient pas nouvelles. Il s'agissait simplement, d'une part, d'en accentuer le poids, et d'autre part, d'en modifier un tout petit peu l'objectif, puisque en réalité, lorsque des corps d'inspection avaient été ciblés sur les sujets de contrôle de l'enseignement privé avant que je ne prenne mes fonctions ministérielles, c'était essentiellement sur les questions d'instruction en famille, puisque, vous le savez, il y avait des craintes autour de la transmission de différentes théories complotistes, etc., que nous voulions éviter. Donc voilà, moi je n'ai pas, si vous voulez, enfin j'affirme clairement que ce n'est pas une démarche de co-construction, c'est une démarche visant à faciliter la mise en œuvre de ce plan de contrôle, effectivement, et d'avertir les établissements privés. L'année prochaine, on ira contrôler d'abord les 8 établissements qui nous semblent, à nous, prioritairement relever de cette démarche. Très bien, je veux maintenant vous interroger sur la question des moyens que vous avez consacrés à ce plan de contrôle. Vous débloquez 60 équivalents temps plein au moment où vous engagez le travail qui vise à renforcer ces contrôles. Et vous venez d'évoquer les contrôles dans les familles, de l'instruction en famille.
Et une note de la DAF qui n'est pas datée, mais qui correspond au moment de l'élaboration de ce plan, fait ce point de vigilance en constatant un décalage entre le fléchage des moyens et les objectifs initialement fixés. Au fond, la DAF constate que beaucoup des moyens qui viennent d'être dégagés ont été utilisés au niveau territorial pour s'occuper en vérité du contrôle IEF et du contrôle du hors-contrat. Donc les moyens qui sont prévus pour le contrôler le sous-contrat échappent à la finalité décidée par la ministre, par une affectation qui n'est pas prévue au départ, qui n'est pas pensée au départ au niveau territorial. Et je veux là encore revenir sur peut-être des éléments de détail, mais bon, ils me paraissent intéressants. Dans ce projet de circulaire que vous envoyez, que vous préparez pour les recteurs, dans la première version, les ETP sont exclusivement dédiés au contrôle des établissements privés hors contrat et sous contrat, exclusivement donc, ce qui ne laisse pas de place à l'IEF. Et dans la version qui est proposée par votre conseillère pédagogique et qui va devenir la version finale, le mot exclusivement est remplacé par prioritairement, ce qui laisse penser qu'il peut y avoir ce risque de dilution, d'une captation d'une part de ces ETP pour d'autres types de contrôles que ceux qui sont fixés par la ministre. Est-ce que vous pouvez nous dire votre appréciation de ce changement de prioritairement à exclusivement? Est-ce qu'il vous paraît un détail ou un changement qui modifie les conditions d'affectation des moyens dont vous avez décidé? Non, ce n'est pas un détail que ce changement d'adverbe, c'est la marque du réalisme. C'est-à-dire que la réalité, elle est claire. Nous avions, d'ailleurs, je dois dire la vérité, les 60 emplois dont nous parlons, ce n'est pas moi qui les ai créés, c'est mon prédécesseur, puisqu'ils sont débloqués à la rentrée 23. Donc, j'aimerais vous dire que c'est moi qui ai que, mais ce n'est pas tout à fait exact. Et ils sont débloqués à la rentrée 23, comme vous le relevez, pour le hors-contrat et pour l'IEF. Moi, je suis ministre en février 24. Et donc, ce qu'on dit, c'est faisons ce plan de contrôle pour les établissements privés. De quoi disposons-nous? Ah bah tiens, là, il y a 60 ETP, on va les remettre sur le contrôle des établissements privés sous contrat. Et dire qu'on les remet totalement, on s'aperçoit alors que ça n'est pas réaliste, puisque nous avons aussi le hors-contrat et l'IEF. Et donc, c'est cela qui justifie le passage de je ne sais plus quoi à prioritairement. C'est la réalité, c'est-à-dire que j'ai ces 60 emplois, je ne peux pas complètement laisser tomber l'IEF parce que politiquement, enfin, et réellement, ça n'est pas possible. Vous avez suffisamment entendu dans les questions au gouvernement les interpellations dont je faisais l'objet de manière régulière sur l'IEF. Donc, ça n'était pas possible de laisser complètement tomber ça, et je n'avais que ces inspecteurs-là. Donc, ce que j'ai essayé de dire, parce que, si vous me permettez aussi de vous dire un mot là-dessus, je trouve que les corps d'inspection ont un amoncellement de missions. Un amoncellement de missions entre les inspections des personnels enseignants, qui leur prend quand même du temps. Je trouve ça d'ailleurs complètement à titre personnel, c'est une parenthèse complètement absurde. Je ne vois pas pourquoi il faudrait aller inspecter un enseignant tous les 3 matins. Enfin, ça, c'est autre chose. Bref. Donc, il y a les inspections des enseignants, il y a les évaluations des établissements qui s'est greffé sur leurs tâches, y compris privées. Y compris privées. Et puis, il y a les 1001 missions que nous leur confions, les rapports de ceci, de cela, etc. Et donc, on voit bien que lorsque les 60 postes sont créés, en fait, les recteurs sur place, ils les utilisent un peu là où les besoins existent. Et donc, ils peuvent faire de l'IEF ou autre chose. Et donc, l'idée, quand on a fait ce plan, c'était de dire on se recentre sur le contrôle des établissements privés sous contrat, mais on ne pouvait pas dire exclusivement parce que ça n'aurait pas été réaliste. Alors là, je crois savoir qu'Elisabeth Borne recrée 2 fois 30 emplois. Et donc, ça, évidemment, c'est précieux pour, cette fois-ci, être prioritairement sur le contrôle des établissements privés sous contrat. C'est ma dernière question.
Dans cette note de la DAF, 4 scénarios sont envisagés pour permettre d'atteindre les objectifs de renforcement du contrôle des établissements privés sous contrat. C'est le scénario 3 qui est, si j'ose dire, suggéré par la DAF, qui nous dit, pour donner plus d'ambition au programme de contrôle, un contrôle de tous les établissements privés sous contrat en 3 ans, en respectant une part raisonnable de contrôle sur place, est à privilégier. C'est le scénario 3. Ce scénario nécessiterait de créer 90 emplois d'inspecteurs et 36 emplois administratifs, dont 6 en centrale. Et je crois comprendre que c'est le scénario 2 qui est retenu, celui à 60 ETP. Est-ce que c'est vous qui faites ce choix, ou est-ce que c'est déjà votre successeur à la rue de Grenelle? Et justement, elle n'est malheureusement pas datée, mais il faut mettre votre micro, s'il vous plaît, si vous voulez répondre. Excusez-moi, Madame la Présidente. Moi, j'ai bien les notes du 21 mai, du 12 juin. J'ai le plan d'action qui a été présenté au recteur au mois de juillet. Je n'ai pas souvenir de ce scénario en 4 points que vous évoquez. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas existé pendant que j'étais ministre, peut-être est-il postérieur. Je pense là encore que nous essayons d'arbitrer en fonction des moyens dont nous disposons. C'est un arbitrage. Si vous voulez, dans un certain nombre de cas, la volonté politique est soumise à l'arbitrage de la réalité des postes dont nous disposons. Je vais poursuivre sur ce sujet des moyens, parce que c'est au cœur de notre commission d'enquête, le sujet de l'amélioration du contrôle de l'État sur les violences qui pourraient intervenir. C'est donc la capacité à les détecter. Ça passe bien sûr par la présence des associations pour la libération de la parole, la formation initiale et continue des enseignants, des encadrants, mais aussi par l'inspection, à la fois sa formation, sa capacité à intervenir dans les établissements privés. Les inspecteurs ont beaucoup insisté sur la nécessité d'une formation spécifique sur le fonctionnement des établissements privés pour pouvoir bien les inspecter. Et ça passe bien sûr par des moyens, un temps d'inspection, y compris si des inspections, des contrôles administratifs étaient multipliés et donc une augmentation des moyens. On est à une période budgétaire où il y a eu un grand débat sur la suppression des 4000 postes d'enseignants qui a divisé l'Assemblée nationale, mais pas forcément un groupe contre un autre, y compris au sein du groupe du bloc central, il y avait des discussions là-dessus. Une discussion de baisse de postes qui n'a pas eu lieu, mais qui était basée sur la baisse démographique. Et d'un autre, donc ça veut dire que aux yeux de l'administration ministère de l'Éducation nationale, il y avait une possibilité d'envisager une baisse de nombre d'enseignants liée à la baisse démographique et à la fermeture de classes. Et la décision finale a été prise de les maintenir au regard des besoins spécifiques différents, les différents plans d'action, le dédoublement des classes à poursuivre, la nécessité d'avoir un accompagnement des élèves les plus en difficulté, etc. Et en parallèle, on a des inspecteurs qui nous disent, leurs syndicats nous disent que certes, il y a des annonces de postes supplémentaires d'inspecteurs, mais qu'il n'y a pas de candidats. Qu'il y a actuellement 60 postes vacants d'inspecteurs de l'éducation, parce que ce sont des métiers qui sont très peu attractifs, sous pression, avec des difficultés liées à l'accès à la formation. Et donc, est-ce que, quand vous avez mis en place ce plan de contrôle, la réflexion sur les moyens, en tout cas, on n'a pas vu sur les notes, du coup, c'est plutôt dans votre tête ou dans vos discussions plus informelles, est-ce que le sujet de la reconversion, enfin, d'un plan d'accélération, de reconversion d'enseignants qui ne seraient plus devant des classes sur ces métiers spécifiques d'inspection pour combler des postes dont il va falloir avoir besoin a été évoqué? Est-ce qu'il vous semble possible? Est-ce qu'il vous semble aussi nécessaire de pouvoir alterner, comme on en a échangé tout à l'heure avec M. Blanquer, entre des moments où on est inspecteur et des moments où on est devant une classe? Comment vous voyez évoluer ce métier, son attractivité, et donc pas seulement le sujet budgétaire, mais aussi la capacité à mettre des inspecteurs devant chaque poste qui serait décidé politiquement? Si je commence la réflexion par le plan tel qu'il a été décidé, le plan de contrôle des établissements privés tel qu'il a été décidé, il était évidemment accompagné d'un volet de formation.
des inspecteurs. Ce volet, je crois, est en cours de déclinaison. Il faudrait le demander à Madame Pascal, mais il me semble que... enfin, je suis certaine qu'il y avait un volet formation, évidemment, qui a été pensé pour les inspecteurs. Par parenthèse, et aussi en restant strictement centré sur le plan de contrôle, je ne vois pas pourquoi on ne mobiliserait pas des inspecteurs vie scolaire sur ce champ-là. Parce qu'il me semble que leur expertise, c'est peut-être le cas déjà, hein, mais leur expertise serait évidemment extrêmement précieuse en les formant évidemment à la singularité des établissements privés sous contrat. Sur la question de la difficulté des missions d'inspection, je vous l'ai dit spontanément tout à l'heure, je pense qu'il faut, je suis certaine qu'il faut repenser ce que sont les missions d'inspection. Ils sont, les inspecteurs, beaucoup trop chargés de missions qui ne me semblent pas toutes nécessairement utiles. Donc je pense qu'il faut retravailler sur les missions d'inspection. C'est un travail difficile, mais enfin, il me semble que c'est quelque chose qui doit se faire. On ne peut pas continuer à empiler les tâches telles qu'ils doivent les assumer. Cela contribue à l'attractivité de ce métier. J'ai beaucoup côtoyé des inspecteurs à titre personnel et à titre fonctionnel, et je vois très bien que c'est un métier où vous êtes pris de tous côtés en permanence. C'est assez compliqué à gérer. Faire venir la question que vous posez, Madame la députée, de donner des perspectives de carrière à nos enseignants me semble également extrêmement importante pour l'attractivité du métier d'enseignant. Et je crois là aussi que nous pourrions faciliter des carrières qui, à titre temporaire ou définitif d'ailleurs, permettraient un accès plus facile à des fonctions d'inspection. Là encore, il faut bien entendu mettre en place des systèmes de garde-fous, d'accès, etc. Mais je crois que c'est effectivement une piste qui mériterait d'être traitée. Je ne crois plus aujourd'hui que l'on peut rester 40 ou 45 ans devant une classe en faisant le même métier. Cela me semble extrêmement difficile. Et donc, c'est peut-être une piste, effectivement. Bien, je crois que nous avons terminé l'audition. On n'a plus de questions. Donc, Madame la Ministre, nous vous remercions pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Allez-y, je vous en prie. Madame la Présidente, j'ai lu sur un papier qui m'a été adressé que je devais vous remettre des réponses écrites aux questions. C'est bien cela ? D'accord. Donc on me laissait un délai d'1 semaine, j'essaierai de le respecter, mais il se trouve que je suis également auditionnée la semaine prochaine dans le cadre d'une autre mission d'information qui n'a rien à voir avec celle-ci. Et donc peut-être je prendrai quelques jours. Je pense que nous allons être cléments, n'est-ce pas ? Merci beaucoup. Merci beaucoup.